Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre dernier cours officiel d'INF 5111. Ce soir, on regarde les familles de bases de données NoSQL. Donc, jusqu'à présent, durant la session, on a travaillé avec une seule famille de bases de données. Donc, la base de données relationnelle ou la base de données SQL, qui est la plus répandue sur le marché parce qu'en gros, il y a eu un grand effet de boule de neige dans les années 80 quand il y en avait plusieurs qui existaient. C'est celle-là qui s'est retrouvée comme étant la plus conviviale puis la plus adaptée aux problèmes du monde d'informatique de ce temps-là. Par contre, dans l'ère moderne de l'informatique, dans l'ère avec le web, avec l'Internet de l'informatique, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines limitations, certaines lacunes qui faisaient en sorte que les bases de données relationnelles n'étaient pas nécessairement tout le temps le meilleur choix dans les types de bases de données. Donc, on a revu depuis 2010, mettons, là, 2005, ça commençait, d'autres variations, d'autres familles de bases de données qui étaient possiblement plus adaptées à nos problèmes courants. Donc, un des éléments vraiment importants, une des grandes lacunes, puis en fait, le principe de lacune là, des bases de données relationnelles, c'est en fait à cause de leurs caractéristiques intrinsèques. Donc, on a parlé de c'est quoi que ça veut dire d'avoir des bases de données relationnelles. On a parlé de c'est quoi les caractéristiques qui étaient dictées par des bases de données relationnelles, quand on a parlé de la fiabilité, quand on a parlé de la sécurité, quand on a parlé des propriétés acides des transactions. Donc, c'est des choses beaucoup de choses qui sont garanties avec les bases de données relationnelles, mais ces garanties-là ont un prix. Particulièrement quand on commence à travailler à une échelle très très grande de données, quand on garantit que chacune des données est écrite de manière permanente, de manière garantie, quand on s'assure que les données ne peuvent pas être bloquées dans des éléments concurrents, ça devient problématique quand on a des systèmes à grande échelle, quand on a des systèmes avec des milliards et des milliards de données, ou quand on a besoin d'avoir des systèmes distribués. Donc, quand je parle de systèmes distribués, on parle ici de clusters de serveurs. Quand on a une application qui roule à l'échelle mondiale, on parle de Facebook, on parle de Instagram, le principe, c'est qu'il va y avoir des serveurs à des endroits où c'est que la distance de l'information va être moindre. Parce que si je fais juste me connecter tout le temps, mettons, à un serveur en Asie, même si l'Internet c'est rapide, c'est pas si rapide que ça à ces distances-là. Donc, quand on veut avoir plusieurs serveurs qui communiquent entre eux des informations, d'avoir les garanties que les serveurs de bases de données relationnelles nous donnent, c'est pas quelque chose d'utile. Particulièrement qu'il y a beaucoup de cas d'utilisation qui ne sont pas adaptés à avoir ces caractéristiques-là. Comme on parlait des comptes de banque qu'il ne faut pas avoir en même temps des interactions, mais c'est pas toujours le cas. Là. Donc, on va avoir quand tu as ton fil Facebook, puis que tu fais un nouveau post sur ton fil Facebook, mon cousin qui est à l'autre bout de la planète, si c'est dans 3 minutes que ça l'apparaît dans son fil de nouvelles, il n'y a pas personne qui va crier au meurtre pour ça. Donc, il y a certainement beaucoup d'applications où on n'a pas besoin de toute cette rigueur-là que nous apportent les bases de données relationnelles. Fait qu'il y a eu des développements qui étaient basés autour de ces besoins spécifiques-là. Puis, il y a eu des regains
d'autres familles de bases de données qui permettaient d'avoir plus de facilité dans ces différentes sphères-là. Qu'est-ce qui est arrivé après ça, c'est qu'il y en avait plusieurs différentes, puis avec des concepts différents, avec des utilisations différentes, mais on a eu quand même une espèce de terme global qui englobait tous ces éléments-là, qui s'est appelé le NoSQL. Donc, le principe du NoSQL, c'était initialement pour dire pas de SQL, hein, no comme dans non, là. Mais avec le temps, ils ont englobé tellement d'éléments qu'il y en avait qui avaient des choses qui ressemblaient à du SQL, là, fait que c'est maintenant, ça veut dire another than SQL. Donc, n'importe quoi d'autre qui n'est pas une base de données relationnelle peut avoir le tag de NoSQL. Mais à l'intérieur même de ça, il y a différentes variations qui sont très, très, très différentes l'une de l'autre, là. C'est vraiment juste un terme qui englobe bien des éléments. Par contre, il y a certaines thématiques centrales sur les bases de données NoSQL qui restent toujours présentes. Fait que, premièrement, que ça n'utilise pas un modèle relationnel directement. Donc, de ne pas utiliser le principe de table avec des lignes, des colonnes. Okay? C'est quelque chose qui est quand même assez central au NoSQL. On va aller en voir c'est quoi les différentes options de ça. Un deuxième élément habituel, ça va être que ça fonctionne bien sur les clusters, donc sur les réseaux distribués, que c'est fait pour rouler de manière conjointe à différents endroits, puis qu'il y a des systèmes de communication faits pour être capable de faire ça. On a aussi le principe que c'est habituellement open source. Donc, ça, c'est un terme qui dicte que la source doit être fournie avec le logiciel. Donc, si tu achètes le logiciel, tu as le droit d'avoir le code source, tu as le droit de le modifier, tu as le droit d'en rajouter des choses. Donc, ça permet d'avoir une communauté qui est autour, qui permet d'aider, d'ajouter des choses à ces différents types de bases de données-là. On a aussi le principe que c'est habituellement sans schéma. Donc, on parlait ici du schéma comme étant une description de la base de données. Hein? Donc, on avait parlé que quand on veut construire une base de données, il faut construire le schéma, il faut construire les différentes descriptions des tables, les différentes descriptions des éléments à l'intérieur. Quand on travaille avec les bases de données alternatives, on n'a pas cette restriction-là à l'intérieur. On va voir que quand on sauvegarde des choses à l'intérieur, c'est extrêmement dynamique, puis on n'a pas besoin d'avoir autant de froufrou autour. La dernière chose, c'est que c'est hautement adapté aux technologies web. Donc, le développement de ces bases de données alternatives-là est arrivé en même temps que le gain avec le web, avec l'Internet. Donc, c'est des solutions qui ont été développées pour être adaptées à ces problématiques-là que les bases de données relationnelles n'étaient pas capables de faire. Donc, les genres de structures de données qui sont utilisées, c'est souvent très adapté ou très collé à ce que le web offre. On va voir ça, même particulièrement dans MongoDB, qu'on va voir dans quelques instants. Fait que le principe, c'est que les bases de données relationnelles sont plus habituellement robustes, sont capables de gérer des critères qui sont très, très, très stricts, mais qui ont de la difficulté à aller sur l'évolutivité de la chose, d'être capable de grandir à très, très grande échelle. C'est des problématiques pour les bases de données relationnelles. Donc, on va aller regarder comment les bases de données NoSQL sont plus adaptées pour être capables d'être plus dynamiques, d'être moins strictes et d'être capables d'évoluer avec une très grande capacité de gestion. Pour aller regarder ça, il en existe 4 grandes familles dans les bases de données NoSQL. La première, on va aller regarder les 4 familles. La première est la plus importante parce que c'est celle qu'on va comme utiliser dans le travail pratique. Les autres, c'est un peu pour voir c'est quoi les concepts derrière. Donc, la première, on va avoir là, on présente les 4, on va avoir le nom
du type de la famille. Puis pour ce type-là, il existe plusieurs implémentations. Hein? Donc, de la même manière que pour les bases de données SQL, il existe plusieurs implémentations. Nous autres, on utilisait Postgres, mais pardon. Il y a aussi Oracle Database, il y a aussi MySQL, MariaDB, il y en a plusieurs qui existent. Donc, pour chacun, je vais vous pointer, puis on va regarder un peu l'exemple typique, okay, comme le plus gros de la gang de cette famille-là. Fait que le premier qu'on va regarder, ça va être les bases de données à documents avec MongoDB. On va aussi regarder aujourd'hui les bases de données à clé-valeur avec Redis. Puis la semaine prochaine, on va regarder les colonnes familles et les bases de données à graphes avec Cassandra et Neo4j respectivement. Fait qu'on va commencer avec notre première... Oui, j'ai une question de Rosa. Ah, ça va. Mais on parle, ouais. Oui, Le cerveau, il va correct. oui, ça vale. Solo una petite cuestión de curiosidad. Si la base de données no SQL c'est una base no estructurée, ¿cómo se base de données pour garantir la intégrité des données si sont distribuées dans grand serveur? ¿Cómo gérer la intégrité des données? Donc, effectivement, c'est quelque chose que tu n'as pas par défaut quand tu utilises des bases de données NoSQL. Tu n'as pas de garantie d'intégrité de données. Ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est habituellement à la partie logicielle de faire ces garanties-là. Donc, le but, c'est d'être capable de pouvoir habituellement recevoir ou traiter plus d'informations avec le principe que ben, c'est littéralement de kicker la canne plus loin dans la rue. Là, là. C'est rendu quand tu vas vouloir analyser les données que tu vas vouloir faire de la validation pour être capable de t'assurer de l'intégrité puis décider est-ce que tu gardes cette information-là ou pas. Le principe aussi, à travers comme l'intégrité entre les différents serveurs, ça ici, ça va être des choses qu'on va pouvoir comme configurer. Donc, à la place d'être juste un modèle qui est assuré d'intégrité à tout prix, le principe, ça va être, ben, on peut avoir comme des règles de priorité par rapport à la date, quand est-ce que j'ai mis l'information ou des choses comme ça, où c'est que l'information va pouvoir être propagée, puis merger, puis devenir intègre à long terme. Donc, il y a différentes modalités derrière ça, mais c'est un réel compromis à faire, là. Okay? Donc, si on avait la vitesse computationnelle puis la vitesse de transfert d'informations infinie, on utiliserait tous les mécanismes d'intégrité qu'on pourrait. Mais malheureusement, cette maudite réalité nous demande de prendre des décisions. Hein? Fait que c'est pour ça qu'on a des options à travers ces décisions-là. On va voir aussi que ça va dépendre du cas d'utilisation, hein, si tu as besoin de ces éléments d'intégrité-là. Des fois, ce n'est pas des choses qui sont nécessaires. Ou c'est que de le traiter par la suite, c'est pas si problématique que ça. Fait que là, ici, c'est la job d'ingénieur logiciel, là, de décider lequel qui est le mieux adapté à la situation puis à la problématique. D'accord. Y otra petite question. Dans ces bases de données no SQL, la donnée, c'est, ¿cómo se dit? En chaque servidor, il y a una replicación de données o es que en chaque servidor, por ejemplo, la foto de Facebook de un utilizador, c'est en un servidor en por ejemplo, en Canadá y otra foto, c'est en la France, c'est comme ça? Ben, donc, pour la distribution de données, là, encore une fois, il y a plusieurs éléments qui vont dépendre de comme, la configuration que tu as, mais soit que l'information va être distribuée de manière lente. Fait que, à ce point-là, l'idée, c'est que tous les serveurs ont une réplique complète des données, mais que le transfert de ces données-là peut attendre.
Fait que ça, c'est comme une première variation. Il y a une deuxième variation où des fois les données ont besoin d'être plus importantes de manière locale. OK? Fait que dans ce cas-là, le serveur va être une source de données, puis il va dire aux autres, j'ai ces données-là, mais si tu veux les avoir, il va falloir que tu m'interroges de manière comme individuelle. Fait que là, ça fait en sorte que la taille des informations est distribuée aussi à travers les serveurs. Donc, il y a comme différents mécanismes et différentes manières de faire. Encore une fois, dépendamment de ce que tu as besoin, dépendamment de c'est quoi ta problématique, puis dépendamment de quelle famille tu utilises aussi, là, puis quelle implémentation. Mais C'est-à-dire qu'il y a una redondance de données. Il Oui? peut avoir une redondance de données. Il peut. OK. Merci. Pas de problème. Donc, on va regarder, pour commencer ce soir, le principe pardon, de Document Store. Donc, l'implémentation la plus populaire, c'est définitivement MongoDB. Donc, on a MongoDB qui existe et qui veut être le ici le de facto de base de données avec les document storage. Donc, le principe, c'est que ultimement, on va être capable de faire tout ce qu'on fait habituellement avec du code, là, comme on fait d'habituellement. Fait qu'on va aller jaser un peu de comment ça fonctionne, c'est quoi les concepts derrière. Puis après ça, on va revenir ici, puis on va aller regarder comment est-ce que le langage a été créé pour être capable de faire ça. Fait que vous allez voir que les noms des bases de données travaillent quand même bien. C'est bien fait. Une fois qu'on comprend qu'est-ce que ça fait. Donc, quand on travaille avec une base de données à base de documents, le but, c'est de sauvegarder un document. Qui l'a cru, je sais, c'est difficile à comprendre. Donc, c'est quoi un document? Pour les bases de données, le principe d'un document, c'est une information structurée. Donc, on va voir que les informations structurées, qui est la plus commune, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est des fichiers ou des données structurées en JSON. Fait qu'on avait vu cette structure-là qui ressemblait au dictionnaire de Python, qui était capable d'avoir une imbrication à l'intérieur, puis des clés-valeurs à l'intérieur, qui était capable d'avoir des éléments imbriqués, puis qu'on pouvait dire, là j'ai Glossary, dans Glossary j'ai un autre élément qui va avoir des titres à l'intérieur, qui va avoir d'autres éléments à l'intérieur, qui va avoir d'autres éléments, et ainsi de suite. Fait que le JSON, c'est un peu le VHS des structures de données, parce qu'il y en avait d'autres qui existaient avant, qui ont juste été déchus en popularité. Donc, on a un exemple juste en dessous ici de la même structure, la même information, mais à la place d'être en JSON, c'est en XML. Donc, il existe d'autres langages, formats de données qui permet de stocker les mêmes genres de choses. Fait que si on regarde ici, on peut voir qu'on a un glossary, puis on a un titre, c'est example glossary. On peut voir ici qu'on a un glossary, on a un titre, puis on a le example glossary. C'est juste que là, on a des tags qui s'ouvrent et qui se ferment, puis là, c'est là qui gère l'arborescence. C'est un type différent. Donc, le XML a perdu parce que l'être humain a beaucoup plus de misère à lire ça que de lire ça. Fait que, avec le temps, tout le monde a comme transigé au JSON, puis maintenant, c'est pas mal le standard de facto comme document avec des informations à l'intérieur. Donc, le but de MongoDB puis des bases de données à documents, c'est d'être capable de sauvegarder ces documents-là.
Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir des espèces de buckets, ce qu'on appelle des collections, en fait, puis dans lesquelles je vais pouvoir mettre n'importe quel document à l'intérieur. C'est de là que vient le principe que je n'ai pas de structure, je n'ai pas de schéma obligatoire. Je crée la collection, je mets un fichier dedans, je mets un fichier dedans, je mets un fichier dedans. Lui, il ne check pas si le fichier a une structure en tant que telle. Bon, avec le temps, il y a eu des outils additionnels qui font en sorte que tu peux valider que, mettons, il y a certains champs obligatoires que tu peux avoir. Fait que avoir un peu de gestion d'intégrité. Mais c'est vraiment le principe fondamental de toujours juste mettre ce que tu veux, puis ça rentre. Fait que quand on travaille avec ça, c'est le principe d'avoir des documents avec des clés valeurs à l'intérieur. Autre élément intéressant, c'est que quand j'ai un document, le document peut avoir des informations qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, on n'a pas de limitation sur comme une colonne, une donnée, comme on avait non plus dans les bases de données relationnelles. Fait que ça aussi, c'est un autre avantage qui n'existait pas dans les bases de données relationnelles. Quand on regarde les bases de données relationnelles puis les bases de données à documents, il y a quand même des homologues sur certains termes. Fait que ici, on va parler, tu sais, quand on parlait, mettons, du schéma. Puis ici, je ne parle pas du schéma dans le sens de la description, mais je parle du schéma dans le sens de l'agglomération d'informations. Donc, quand on était sur Postgres, on avait un schéma qui s'appelait le schéma public par défaut. C'était comme le dossier dans lequel il y avait les tables. Du côté de MongoDB, ça va être la même chose, mais ça va s'appeler une database. Donc, le schéma contient des tables, mais là, la database va contenir des collections. Fait que, à la place d'avoir des tables, on va avoir des collections. Fait que si je veux avoir ma liste d'utilisateurs, ma liste de clients, ma liste de produits, ça va être des collections qui vont gérer ça. Puis là, après ça, pour être capable de faire des sauvegarder l'information à place d'être une ligne, on va avoir des documents à la place. Donc, le document, ça va être une structure de données avec du JSON dedans qu'on va pouvoir aller retirer par la suite. Donc, on a aussi le principe de référence qui existe si on veut faire comme des jointures, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent quand même y aller. Parfait. Donc, on a le principe que quand on travaille avec MongoDB, on va toujours avoir un cluster qui est généré, puis on va avoir ce qu'on appelle des replica sets qui vont être différents justement serveurs qui vont pouvoir se parler entre eux, puis qui vont pouvoir envoyer leurs informations entre eux autres. Donc, quand tu travailles, tu as plein de configurations possibles par rapport à ça, dépendamment de ta problématique, le nombre de serveurs que tu veux avoir, à quelle vitesse ils se répliquent, est-ce qu'ils répliquent au complet les données ou est-ce qu'ils en gardent. Donc, est-ce qu'on doit obligatoirement propager l'information avant de dire qu'on a réussi? Donc, il y a quand même, si on veut serrer la vis d'intégrité, on a quand même des options. Pardon. Fait qu'on peut se demander c'est à quoi ça peut servir, dans quelle situation c'est plus intéressant d'utiliser une base de données NoSQL que relationnelle. Fait que un exemple typique, ça serait, mettons, la journalisation d'événements, des logs de système. Fait que, mettons, je suis dans une usine, puis à l'intérieur d'usine, mettons, il y a plein d'objets, d'Internet des objets maintenant, là, des IoT devices. Fait que chacun de ceux-là ont des fois des alertes ou des fois des informations. Fait que la porte me dit qu'elle s'est ouverte à telle heure. Le capteur de fumée m'a dit qu'il était proche de son maximum. La caméra a compté le nombre de personnes sur le plancher puis m'a donné le nombre de personnes qui étaient sur le plancher. Fait que toutes ces informations-là, j'aimerais ça les emmagasiner à un seul endroit. Mais la problématique, si j'utilisais une base de données relationnelle, ben, c'était que
les données n'étaient pas homogènes. Hein? Chaque capteur a son propre système d'information, m'envoie une donnée qui a ses propres caractéristiques. Puis, ben, moi, j'aurais besoin de comme faire une table pour chacun, de savoir c'est quoi toutes les variantes possibles. Puis là, quand j'ajoute un nouvel objet quelconque, un nouveau type de journal envoyé, j'ai besoin de changer les éléments de ma table, de rajouter des colonnes. C'est très fastidieux pour pas grand-chose, parce que le but de ces affaires-là, c'est juste les emmagasiner au cas où il y a un problème. Tu sais. Donc, les cas comme ça, où c'est que c'est juste de l'emmagasinage d'informations un peu disparates, c'est vraiment super bien adapté comparément à des bases de données relationnelles. On a aussi des systèmes de gestion de contenu. Donc, quand, mettons, je veux faire un blog ou, mettons, genre les posts sur Facebook ou Instagram, ces données-là sont déjà formatées dans le type que la base de données est capable de gérer. On a déjà des fichiers en JSON qui vont avoir le titre, la date du post, l'image, la donnée de la photo, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment bien adapté à travailler avec des contenus du web. Un autre aussi très bonne application, c'est quand on veut être capable de stocker des données puis d'être capable de faire de l'analyse en temps réel. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les performances pour l'écriture puis la lecture sont quand même plus performantes à cause de ces manques de contrôle d'intégrité-là. Fait que ça fait en sorte d'être capable de plus facilement stocker un nombre de pages vues, un nombre de visiteurs uniques, des comportements en temps réel, des choses comme ça. C'est une autre chose que MongoDB est très bonne à faire, surtout du fait que on peut avoir les informations qui sont distribuées sur différents serveurs, donc on est capable de faire de la distribution de la charge de travail pour être capable de mieux faire l'analyse. Puis, dernier cas, et non le moins, là, il y en a plein d'autres, on peut avoir des applications de commerce électronique où on peut avoir, c'est là que le schéma dynamique vient devenir intéressant parce que souvent dans ce genre d'application-là, on a besoin d'être très, très, très rapide sur j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de modifier l'application, il faut que ça gère des nouvelles données. Donc, on ne veut pas avoir à toujours retravailler le schéma puis devoir causer possiblement des problèmes. Donc, avec un système qui n'a pas de schéma, hein, ça nous permet d'être rapide sur nos patins, si vous me permettez l'expression. On a ensuite différentes... on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les différentes opérations. Ici. Donc, on va avoir les opérations CRUD. Donc, les opérations, les 4 opérations principales quand on travaille avec des bases de données, c'est le create pour la création d'informations, le read pour la sélection d'informations, c'est comme le select, le update pour la mise à jour des informations, puis le delete pour supprimer des informations. Fait qu'on va aller regarder c'est quoi à quoi ressemblent les commandes qui nous permettent de faire ça avec MongoDB. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que MongoDB a été développé dans un ère moderne du web, donc on n'a pas de langage weird à aller regarder. On va avoir quelque chose qui est pas mal plus semblable à ce qu'on a à un niveau de programmation. Donc, si je regarde comment j'insère des informations, ben, je peux directement nommer la database que je veux. Hein, on se souvient, on a le principe que la database, c'est comme le schéma. C'est comme marqué public. Je marque le nom de la database. J'ai le nom d'une table, mais là, j'ai le nom d'une collection à la place. Donc, je marque le nom de la collection. Fait que si on a un exemple, là, db.user. Puis après ça, on a le nom de
la méthode qui est insert, tout simplement. Puis après ça, ce qu'on veut, ben, le but, c'est d'insérer un document. Fait qu'on a juste à insérer le document lui-même. Fait que si on voit, on a la création d'un document, hein, comme un dictionnaire, comme un objet JSON, donc les accolades, les clés valeurs, puis ce document-là va être inséré dans la collection Users. Tout simplement. On a ensuite la possibilité de faire de la sélection ou du read. Donc, qu'est-ce que nous, on voit comme étant un select. Puis, on est capable, là, on utilise la méthode find à la place. Pardon. Puis, on va voir que tous les éléments de la méthode find habituelle vont quand même être là. Même que si on regarde dans la documentation, si je me souviens bien, c'était cette partie-là, ouais. Dans la documentation, il va souvent avoir des exemples qui va dire, ben gars, en SQL, tu aurais écrit ça. Là, ici, tu vas avoir écrit ça à la place. Donc, on a plein de différents exemples qui vont démontrer comment le faire aussi avec les équivalents SQL. Mais si on regarde un peu un petit exemple pour voir qu'est-ce qui se passe, juste donnez-moi un petit instant, je vais aller me moucher juste une petite seconde. Pardonnez-moi. Pardon. OK. Donc, on avait le find. Ah oui, pardon, j'ai une question de M. Franco. Merci. J'ai une question, j'ai peut-être omis ou je n'ai pas suivi quelque chose. Précédemment, le code, il serait exécuté sur quelle plateforme? Excellente question. Donc, le principe, c'est que ce code-là va pouvoir être exécuté dans différents environnements. Donc, il y a un environnement qui est purement pour MongoDB. Okay? Donc, il y a comme un MongoDB Command Line Interface, là, un peu comme qu'est-ce qu'on avait avec notre environnement pour Postgres, là, où on se connecte à la base de données, puis on peut comme envoyer des commandes. Mais ça va être la même information, ça va être les mêmes commandes quand on va le faire à l'intérieur de différents environnements de programmation. Parce que la syntaxe est compatible. Fait que ça, vous allez pouvoir faire ça une fois que là, vous allez le faire durant le laboratoire de cette semaine. Là. Mais vous allez pouvoir vous connecter à une base de données Mongo à l'intérieur d'un environnement de Google Colab, okay, donc un notebook Python. Puis vous allez pouvoir utiliser la même syntaxe
à l'intérieur de cet environnement-là. Si on regarde où c'est qu'on était rendu tantôt avec les exemples, le principe, c'est que on fait, mettons un exemple, on se connecte, puis là, une fois qu'on se connecte, on peut directement aller utiliser les mêmes choses qu'on va voir aujourd'hui en Python. Puis, si c'est pas en Python, ça peut être en C#. Puis là, le principe, c'est que chacun a sa propre syntaxe. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en Python, puis en fait aussi en JavaScript, les informations, les commandes restent pareilles à la documentation elle-même parce que la syntaxe est compatible. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Parfait. Donc, on a le principe du find qui me permet de trouver des éléments. Puis si on regarde, on est capable d'avoir les mêmes opérations qu'on avait quand on travaillait avec le SQL. Fait que j'ai le find, puis là, j'ai des critères de recherche. Fait que là, je peux dire, je veux que l'âge. Là, ici, à place d'être des symboles, lui, il est très fort sur l'utilisation de dictionnaire clé-valeur. Donc, pour dire que je veux que l'âge soit plus grand que 18, je fais une clé qui s'appelle signe de $ GT. Donc, ça ici, il faut aller voir comme c'est quoi les différents critères, puis c'est quoi les différentes possibilités. Donc, mais on a, si je m'en vais ici, quand je regarde, mettons, les différents opérateurs, je peux voir ici que j'ai les différents opérateurs pour l'égalité, plus grand ou égal, dans une liste, not equal, les opérateurs logiques et existent, de quel type. Donc, il y a comme plein de différents opérateurs qui sont comme déjà prédéfinis que je peux aller chercher quand j'ai besoin de regarder qu'est-ce que je cherche. Fait que ici, ça nous permet de dire j'ai l'âge plus grand que 18. Puis après ça, j'ai une projection. Donc, quand la première ligne, quand je sélecte les colonnes, c'est la projection. Fait qu'ici, il faut que tu dis les colonnes puis que tu mettes un 1. Là, pourquoi c'est un 1? C'est parce qu'encore une fois, il est obligé de travailler en objet. Là. Fait que si tu en vas dans la documentation, ça te dit que tu donnes le nom de la colonne que tu veux, tu mets un 1 sur chacune de ceux-là. Ça va te donner un résultat ici qui va avoir 2 colonnes d'informations. Puis tu peux avoir aussi des limitateurs sur le nombre d'éléments, des choses comme ça. Donc, tous ces éléments-là sont possibles. On est aussi capable de faire des mises à jour. Donc, même principe, on peut avoir le filtre de qu'est-ce qu'on veut sélectionner. Puis, à partir de là, on va aller setter quelque chose, changer une valeur à l'intérieur. Ici, puisqu'on n'a pas de garantie qu'on va avoir cette valeur-là, le principe, c'est qu'il ne sera juste pas sélectionné si cet élément-là est non disponible. Donc, ça met de côté automatiquement les éléments qui ne fit pas ensemble. On est capable de faire des deletes dans le même principe, derrière avec le statut qui est juste voici ce que je veux deleter. Donc, cette semaine, au laboratoire, vous allez suivre le guide qui va nous permettre de regarder comment se créer une petite base de données. Donc, MongoDB, c'est en même temps aussi un endroit où tu peux te créer tes propres bases de données gratuitement. Donc, vous allez pouvoir setuper, voir comment fonctionne le système. Puis, la partie importante, ça va être de travailler dans un notebook, puis là, d'être capable d'aller lire les informations, puis regarder qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les informations, comment est-ce qu'on fait pour aller les travailler, pour être capable de faire la même chose avec le deuxième travail pratique. Une question de Jean-Marc.
Oui, vous dites qu'on va être capable de faire nos propres bases de données NoSQL dans MongoDB, mais est-ce qu'il y a comme des petits exercices fournis dans MongoDB déjà intégrés, peut-être? Ben, c'est ceux-là, comme. OK, ah ben oui, OK. OK, merveilleux. Bon, ben c'est C'est ça, parfait. là, ça te fait C'est étape ça. par étape, comme tout, qu'est-ce que. OK, merci beaucoup. C'est ça. J'étais juste pour être sûr, là. OK, merci. Parfait. Donc, c'est vraiment genre un tutoriel qui te tient par la main puis qui te fait voir comme toutes les possibilités avec ça. Fait que ça, c'est ce que vous allez faire si vous êtes là samedi. Puis, qu'est-ce qu'il va vous montrer dans une vidéo si vous vouliez être là vendredi. Parfait, je sens que ma voix se distance de plus en plus. Fait que pour le Key Value Store et Redis, ça fait partie de l'information extracurriculaire. Fait que je vais tout de suite pivoter sur le deuxième travail pratique. Puis, si vous voulez en savoir plus sur Redis et les Key Value Store, je vais vous laisser aller regarder la vidéo de hier pour être capable de voir ça, pour que vous puissiez poser des questions sur le TP2 avant que je manque de voix aujourd'hui. Fait qu'on va aller sur Google Colab. Pour aller voir le deuxième travail pratique. OK. On le remet ici. Fait que, comme pour le premier travail pratique, vous avez, je vous donne le .ipynb pour être capable de le mettre dans votre Google Colab. Il va y avoir des sections de code à faire, puis après ça, ça va être de le remettre par la suite. Donc, le but, ça va être sensiblement la même chose, sensiblement de travailler avec un set de données, de trouver des informations, mais là, en intégrant les choses qu'on a vues dans la deuxième partie du cours. Fait que dans la première partie, ça va être encore une reconstruction des différentes données, mais cette fois-ci, à la place d'être une base de données SQL, le but, ça va être d'aller chercher une information dans une base de données de type MongoDB. Donc, la base de données MongoDB, en ce moment, elle n'est pas difficile à convertir en data frame. Okay? Donc, c'est calqué d'une base de données relationnelle avec des tables. Donc, c'est juste d'être capable de se connecter, d'être capable d'aller chercher la collection, puis après ça, d'être capable de bien formater comment est-ce qu'on travaille avec ça dans un data frame. C'est ça notre but d'aujourd'hui. Donc, on a différentes collections, puis le but, c'est d'aller chercher des informations à l'intérieur de celle-ci. Fait qu'on a encore une fois une première partie, tu mets ton code là-dedans, tu construis un data frame, tu fais les merges. C'est des choses qu'on a faites durant le premier travail pratique, mais cette fois-ci, on le fait en se connectant à MongoDB. Deuxième partie, là par contre, on commence à tomber dans des nouvelles choses. Donc là ici, on va avoir une liste de données qui va parler de compagnies logistiques qui envoient différents paquets. Puis, ce qu'on va avoir, si... Attends, je vais vous le montrer un peu de manière manuelle, parce que moi, j'ai accès à les sources initiales pour l'instant. Donnez-moi un petit instant, on va regarder ça. OK. Donc, à l'intérieur, on a premièrement différentes compagnies de shipping. OK? Donc, on a différents shippers. On a différents orders. Donc, on a dans les orders quand est-ce que ça a été shippé,
par quelle compagnie ça a été shippé. Hein, fait qu'ici, il y a le numéro, puis on peut voir ici que chacun a quand même son order ID d'intégrer à l'intérieur. Puis on a les order details qui me dit, ben, pour tel order, on a envoyé tant de paquets. Okay, pour tel order, on a envoyé tant de paquets. Fait que là, moi, ce que je veux, c'est on a un peu de l'information disparate sur toutes les livraisons qui ont été faites, quand est-ce qu'ils ont été faites, par qui ils ont été faites, puis avec les order details, combien de choses ont été envoyées. Fait que moi, ce que je veux, c'est être capable de rapatrier ces informations-là pour avoir une meilleure analyse de la situation sur le nombre de paquets envoyés par année, puis plus particulièrement par trimestre. Fait que une des choses que vous allez devoir faire dans l'analyse de données, que vous n'avez pas dû faire durant le premier travail pratique, mais qu'on a vu depuis, ça va être la création de nouvelles informations dans le data frame. Donc, pour chacun des trimestres, je vais vouloir savoir, il y a eu combien de paquets qui ont été envoyés. Donc, une fois qu'on va avoir cette information-là, je vais vouloir l'avoir dans un graphique. Puis le graphique va devoir être dynamique par rapport à ce qu'on a vu avec les widgets. C'est vraiment l'intégration des choses qu'on a vues dans les dernières semaines depuis la mi-session. Donc ça ici, c'est un exemple de qu'est-ce que je veux que ça donne. Là ici, c'est la version vraiment fancy. Là. Okay, j'ai travaillé pour l'avoir le plus beau possible. Votre but, c'est de s'approcher le plus possible de ça. Donc, on a le principe que pour chaque trimestre, Q1, Q2, Q3, Q4, on a un nombre de quantités. Puis, j'ai mes différentes compagnies qui ont livré un certain nombre de paquets. Donc, j'ai un diagramme à barres qui empile les barres pour une année. Là, ici, je suis en train de montrer une année, mais moi, je veux avoir un sélecteur. Okay, qui me permet de choisir l'année que je veux. Puis, je veux aussi avoir une deuxième option qui va décider est-ce que les barres sont empilées ou pas. Parce que là, toutes les barres sont stackées une par-dessus l'autre. Là. Mais je vais avoir l'option que pour chaque trimestre, ça soit 3 barres, une à côté de l'autre. Fait que je veux avoir ces options-là dynamiquement dans le graphique. Comme ça, je peux sélectionner empilé ou pas, l'année que je veux, puis ça m'affiche le graphique des informations que vous avez compilées dans votre analyse de données. Donc là, c'est vraiment quelque chose que ça donne des résultats réels à partir de données fictives, là. Mais c'est vous qui allez ressortir ces informations-là. Elles ne sont pas juste directement dans les données. J'ai une question de Raymond. Ouais, Ta connexion semble instable. Je ne sais pas si tu veux taper ta question à la place parce que tu sonnes un peu comme un robot avec tes syllabes qui sont espacées de des demi-secondes. Excusez-moi. Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a compris sa question ou c'est aussi... En fait, moi, j'aimerais que vous envoyiez le lien de la page web précédente que vous avez ouverte. Si tu vas sur le site de cours, c'est dans la mise en pratique, on a tous les liens qui sont disponibles ici. Ok, d'accord. Ok. On a une autre question de M. Biskin. En fait, je suis un petit peu mélangé lorsque je lis l'énoncé en tant que tel. C'est que ça dit que c'est une base de données MongoBD, mais que les deux tables sont disponibles dans une base de données Postgres. Fait que quand on est sur Data... T'as raison, c'est moi qui a fait un copier-coller. OK, j'étais comme... Je comprenais pas. J'essayais de sélectionner Postgres, ça me disait que ça marchait pas. Là, je connecte j'ai choisi MongoDB, puis là, c'est comme... Là, ça fonctionne. Fait que ça, c'est la bonne affaire, right? Oui, définitivement. Parfait, merci. C'est moi qui ai été un petit peu trop rapide sur le copier-coller du texte du premier énoncé. Merci, monsieur. J'ai une autre question de Jean Gérard.
posé la même question aussi. Ah, bon, ben, parce que c'est j'étais en train de bien, bien attrapé. les tables sont disponibles dans une base de données PostgreSQL. C'est OK. Fait quoi? Donc, C'est ça, c'est mon côté. excusez, si je comprends bien, donc avec la connexion d'une base de données, il faut vraiment comme les informations, si on a fait la connexion avec toutes les informations que vous avez fournies, donc on va avoir accès aux informations qu'on a besoin Oui. pour pouvoir les traiter. Les tables sont là. Vous allez voir que, comme pour le premier travail pratique, il y a certaines embûches qui vont apparaître au fur et à mesure que vous avancez, là, mais les 3 collections sont là. Ils sont disponibles avec les informations de connexion. Est-ce que Raymond, tu es maintenant plus connecté? Tu as relevé la main, mais ton micro est muté. Je ne sais pas si tu es en train de taper ta question. Excusez-moi. Oui. Tantôt, vous avez parlé de sélecteur. J'avais pas bien compris le rôle du sélecteur là. À quel endroit exactement? La deuxième partie. Non, non, sur le fichier TP. Vous étiez en train d'expliquer la fonction du sélecteur. Ben, je disais que là, ici, je donne un exemple d'un graphique pour une année précise. Mais moi, je vais être capable d'avoir un petit menu déroulant qui me dit comme quelle année veux-tu que j'affiche. Donc ici, on a les contrôles suivants. Un qui me permet de sélectionner l'année que je veux. Puis ça va regarder les données, puis ça va juste prendre les années possibles dans les données. Puis ça va regarder est-ce qu'un autre, mettons une case à cocher ou quelque chose comme ça, qui permet de décider si le graphique est empilé ou pas. D'accord. Ok, c'est bon. All right. J'ai réussi de peine et de misère à réussir à dire tout ce que j'avais besoin pour le cours. Comme je l'ai dit, il y a une dernière petite partie que je ne vous ai pas donnée aujourd'hui qui est sur Redis, mais c'était dans le début du cours extracurriculaire. Là. Donc, vous pouvez aller le voir sur l'autre élément. C'était pour démontrer c'était quoi ce genre de base de données-là, puis la mettre en pratique aussi. Une autre question de Jean-Marc. Oui, dans le fond, ça ressemble un peu à l'autre question d'avant, mais est-ce que vous avez comme un site web? Ben, j'ai déjà trouvé quelque chose pour Python qui pour des exercices et tout, mais est-ce que vous avez comme une référence ou un site web clé qu'il y a littéralement 14 codes, admettons, importants, que comme plein de personnes peuvent déposer des exercices comme un genre de forum ou je ne sais pas, vous comprenez un peu ce que je veux dire, comme une référence clé pour des exercices comme pour pouvoir en faire toujours plus, se tenir à jour. Il y a deux niveaux différents qu'on peut aller. Si on veut aller dans un niveau comme plus de base pour comme aller voir les concepts fondamentaux, j'aime bien Exercism qui a beaucoup de différents langages possibles. Fait que si, mettons, on va voir Python. Okay, il y a 137 exercices avec un paquet de différents éléments. Puis là, le principe, c'est que tu peux y aller par concept. Puis là, tu repars du début. Là, basic, les conditionnels, les comparaisons, les listes, les méthodes, les boucles, les tuples, les dictionnaires, les sets. Puis les classes que nous, on n'a pas vues. T'sais. Là, pour chacun, tu as comme des exercices qui viennent avec. C'est merveilleux. C'est littéralement ce que je voulais. C'est bon. Si tu passes à travers de ça, puis là, t'es comme, là, moi, je veux essayer des vrais problèmes. OK. T'as Code Wars. Fait que ça ici, c'est des challenges
qui te permettent de sélectionner. Puis là, il te donne une problématique. Puis là, toi, tu choisis le langage que tu veux. Puis ils vont te donner comme le nombre de... Puis là, c'est comme tout le monde donne leurs résultats. Puis là, c'est comme genre, le monde a réussi à faire des programmes qui roulent plus vite que le tien ou qui ont moins de lignes de code. Puis là, le principe, c'est que tu peux aller voir les différentes variations par rapport à ça derrière Ouais, aussi. avec le principe de toujours écrire le moins de code possible. OK. Ben, C'est bon. c'est différent. Tu sais, c'est comme il y a différentes métriques. Donc, il y a... je mets les liens dans le chat pour ceux qui veulent les avoir. Donc, celui-là, c'est plus comme vraiment des challenges. Aussi, parlant de challenge, je veux juste des challenges de gestion, parce que là, nous autres, on a travaillé sur des petits problèmes, mais il y a beaucoup aussi d'algorithmie puis de pensée de problèmes qui peuvent venir. OK. Fait que quand tu étais jeune, ou en tout cas, quand tu es vieux, tu avais le calendrier de l'Avent. Tu sais que tu prenais des chocolats à tous les jours jusqu'à Noël, là. Ouais, je m'en souviens de ça. Ben, il existe le Advent of Code. OK? Fait qu'à toutes les années, il y a quelqu'un qui décide de... Puis là, c'est la version 2022, mais tu peux aller voir les versions de 2021, puis il y a des problèmes pas tous les jours. Le principe, c'est que tu as 25 challenges. Tu peux le faire dans le langage que tu veux, tu peux le faire comme tu veux. Ça te donne juste une description de comment ça fonctionne, ça te donne une description de voici ce que je m'attends. Habituellement, ça va être comme genre des fichiers texte en entrée ou des données de base avec des règles. Là, ça te dit, ben pour le résultat, dis-moi c'est quoi le résultat à la fin de ça. OK. Là, c'est comme c'est toi qui décides comment tu veux le faire. Fait qu'il y a du monde qui le font en Python, il y a du monde qui le font en purement SQL, il y a du monde qui le font en C#, il y a du monde qui le font en C, et ainsi de suite. Bon, ben, c'est parfait. Merci beaucoup, monsieur. Pas de problème. Fait que ce serait tout pour nous cette semaine. Nous, on se revoit la semaine prochaine en espérant que ma voix va être revenue ou que ça n'a pas empiré pour le cours extracurriculaire où on va voir un peu où ça nous amène si on continue dans ce domaine-là. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.